280 km à parcourir de Ouagadougou à cette ville. À l'entrée, deux éléments frappent à l'œil. Son relief accidenté et ses constructions majoritairement faites en pierre taillée. Elle se distingue ainsi des autres villes situées sur le même axe. Ouagagawa, frontière de la Côte d'Ivoire. C'est Dano, le chef-lieu de la province du Yoba dans le sud-ouest du Burkina Faso. Dano. Bien, alors aujourd'hui on parle de l'Afrique, c'est donc pour moi l'occasion de parler de mon lien et de mon rapport à l'Afrique. Parce que j'ai eu l'occasion dans ma vie d'avoir comme ami quelqu'un qui s'appelait, son prénom de baptême c'est Patrice, mais s'appelait Malidoma Somé, son nom c'est Somé, Malidoma c'est son nom, je dirais, africain, de sa tribu, de son ethnie, qui était les Dagara, voilà, les Dagara. Et il a été donc initié beaucoup plus tard, puisqu'il a été élevé chez les jésuites, et il a été initié dans sa communauté à l'âge adulte. Vous verrez, donc avec son nom, j'ai mis en description un petit peu un résumé de sa vie. Et donc cet ami m'a invité dans son village, Dado, au Burkina Faso. Il m'a invité à connaître les traditions, les vraies traditions donc africaines, et notamment les traditions liées à son ethnie, avec tout ce que ça comporte comme rituel. Donc j'ai approché de près les rituels qui sont pratiqués dans cette communauté africaine. Donc je ne dis pas que c'est la généralité de toutes les ethnies qui peuplent l'Afrique, chacun a ses traditions, je dirais, mais là où je suis allé, j'ai pu percevoir, à travers la particularité de cette ethnie, j'ai pu en quelque sorte capter l'âme africaine et comprendre l'homme africain et la femme africaine à travers justement leur tradition. Il y a peu de gens comme moi qui ont été introduits de cette manière-là, qui ont pu voir de près, si vous voulez, de quoi il s'agissait. Beaucoup voyagent en Afrique, sont accueillis comme des Occidentaux, vont dans des hôtels, tiennent des discours, font des œuvres, participent à des œuvres, des puits, l'éducation des enfants, plein d'associations caritatives. L'occidental participe à tout ça, mais peu, comme moi, ont été introduits, comme je l'ai été, dans des zones, je dirais, un peu secrètes, un peu initiatiques. C'est pour ça que je connais, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai un rapport particulier, disons, avec les Africains. Je vois bien que quand je me situe et quand je leur parle, il y a une proximité que d'autres n'ont pas, parce que je sais certaines choses, et j'ai été moi-même témoin de ce monde un peu secret, de ce monde un peu ésotérique, de ce monde religieux, on pourrait dire, qui traverse l'Afrique et vis-à-vis desquels les Africains sont pris dans cette zone, je dirais, invisible, qu'on fait semblant de ne pas voir, nous, occidentaux. C'est très, 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 très amusant de voir à quel point les Occidentaux que j'ai interrogés, qui sont allés en Afrique, sont passés à côté de cette question-là. Et moi, j'étais plongé dedans. C'est pour ça que on ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas comprendre les Africains, on ne peut pas comprendre l'Afrique si on n'est pas passé par là. Et donc, le regard que j'ai sur les Africains, eh bien, il est marqué par cette expérience que j'ai eue et par cette relation que j'ai entretenue avec Malidoma,
avec lequel je me suis beaucoup entretenu, avec lequel j'ai échangé. Mali Doma vivait aux États-Unis. Il a beaucoup œuvré pour sa culture aux États-Unis. Il a écrit des bouquins, il a fait des conférences, il organisait des séminaires. Bref, il avait un statut très honorifique aux États-Unis. Il était très écouté, très suivi par les gens qui s'intéressaient à ces questions. Et moi, il m'accueillait comme un ami dans sa maison. Donc, je suis allé en Californie. Il avait été en Californie à ça. Il habitait près de Sacramento. Et ensuite, j'ai été le visiter en Floride, près d'Orlando. Il y avait une maison près d'Orlando. C'est ce qui m'a valu d'ailleurs d'aller souvent aux États-Unis, puisque j'allais chez lui rendre visite. Et à cette occasion, j'ai pu approcher de près sa vie. Aujourd'hui, il est décédé d'un cancer. Sa femme est morte très très jeune, également très rapidement. Je pense que c'est le paludisme une forme de paludisme qui a précipité son décès. Donc j'ai perdu ces deux amis, je les ai perdus il y a peu de temps en fait. Mali Doma est décédé en 2021 et sa femme un peu avant. C'est donc, si vous voulez, quand j'ai participé, quand je suis allé là-bas, quand j'en ai parlé avec Mali Doma, j'ai compris quelle était un peu la particularité d'humains qui sont dans une sphère qui n'est pas la nôtre. Et c'est comme ça qu'il faut approcher la question de l'Afrique. Il ne faut pas l'approcher avec nos idées occidentales, il ne faut pas l'approcher avec nos principes, il ne faut pas l'approcher avec notre manière de fonctionner. L'Africain fonctionne autrement. Il fonctionne avec d'autres coutumes, d'autres codes. Je vais m'interrompre là et je vais reprendre tout à l'heure ma conversation. À tout à l'heure. Voilà, je reviens. Je voulais me faire une petite pause. Parce que c'est compliqué à expliquer. C'est difficile à traduire exactement de quoi il s'agit. Et aujourd'hui, le malentendu, si vous voulez, il va être grand avec le gouvernement français et avec les Français, puisque il y a énormément de maladresses qui ont été commises par nos dirigeants français. Et donc, ce divorce n'est ni dans l'avantage de l'un, ni dans l'avantage de l'autre. C'est-à-dire que je pense que les Français sont capables de s'approcher, en tant qu'Occidentaux, sont les mieux placés pour comprendre les Africains. Et les Africains sont les mieux placés pour avoir des alliés occidentaux, d'avoir comme alliés des Français. Et c'est triste cette séparation, parce que c'est dû à nos gouvernants, c'est dû à des gens qui se comportent mal, mais il ne faut pas croire que les problèmes de l'Afrique vont se résoudre facilement avec d'autres peuples, puisque la situation de l'Afrique nécessite évidemment l'aide, l'intervention et l'accompagnement de populations qui sont plus aguerries au monde de la technologie, au monde du modernisme, et d'une manière ou d'une autre, bien que l'Afrique bénéficie de certaines ressources, évidemment riche en ressources, mais incapables, les Africains sont incapables, tels qu'ils sont organisés, tels qu'ils fonctionnent, ils sont incapables d'exploiter avec efficacité ces mêmes ressources. Ils ont donc besoin d'être accompagnés, d'être aidés et d'avoir des investisseurs. Ils ne sont pas capables d'avoir eux-mêmes
des ressources financières suffisantes pour déjà exploiter leurs propres ressources, ni d'avoir des jeunes africains assez compétents pour prendre en charge le destin de leur pays. Il faut voir le déficit culturel, il faut voir le déficit le déficit de l'éducation dans ces pays. Vous avez un gap énorme entre la Chine, je dirais, qui sort aussi d'une période compliquée, difficile. On peut parler de la Corée, on peut parler de pays qui se sont extraits d'une forme de situation où ils étaient aussi dans une forme de précarité terrible, mais qui ont réussi par l'instruction, par l'apprentissage, par une forme de collaboration collective, ont réussi à sortir de la précarité dans laquelle ils étaient, dans une précarité matérielle, industrielle, même agricole. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se passer dans une perspective de développement, on ne peut pas se passer de cette technologie, de ce savoir-faire qui évolue de chaque jour. Et l'Afrique prend toujours du retard, beaucoup de retard. Alors vous pouvez trouver effectivement ça et là, des Africains qui soient ingénieurs, qui ont des compétences, mais sont immédiatement, eux-mêmes seront immédiatement sollicités pour travailler aux États-Unis ou dans des boîtes occidentales, parce qu'on leur offrira un train de vie et un mode de vie qui sera bien supérieur à ceux qu'ils pourraient avoir en Afrique. Et en Afrique, un ingénieur va arriver en Afrique, il va dire mais où sont mes instruments, où sont mes investisseurs? Les investisseurs, ils ne sont pas en Afrique. Quand on voit l'état déplorable de ceux qui dirigent l'Afrique, les ministères, quand moi je suis allé aussi au Bénin, quand vous voyez l'état déplorable de toutes les institutions africaines, quand vous arrivez là, vous dites mais c'est pas possible, il y a à peine, vous avez tout marche comme ça, plus ou moins bien, enfin c'est un pays, ce sont des pays qui sont dans un état de sous-développement, mais qui est spectaculaire quand on y va. Alors ça fait longtemps que je n'y suis pas allé, mais on voit bien que ça n'évolue pas à la mesure de ce qu'on peut constater comme des développements en Asie ou ailleurs. Même la Russie a énormément évolué ces dernières années. Donc, il y a un réel problème de prise en charge par les Africains de leur propre destin, étant donné qu'ils sont en retard sur leur capacité à investir et puis à avoir des ressources humaines suffisantes pour diriger le pays d'une manière efficace et d'organiser autrement la société. Alors vous avez une volonté, vous avez un propos tout à fait réducteur qui consiste à dire « les Blancs nous ont pillés, c'est de leur faute et nous sommes des victimes ». Et on a pillé notre pays, j'entends ça comme une ritournelle et comme un argument qui revient sans arrêt, mais c'est un raccourci démagogique qui est pas faux en soi, mais qui est aussi, comporte aussi une forme de malhonnêteté, puisque si vous aviez eu en Afrique une structure collective et des individus avec des capacités d'organiser leur propre pays, ils n'auraient pas eu besoin de faire appel à ces fameux occidentaux pour venir exploiter leurs ressources naturelles. Donc on voit bien qu'ils ont une dépendance. C'est pareil pour la médecine, c'est pareil pour beaucoup de domaines. Donc l'état des hôpitaux est absent. Moi je suis allé à Bobo Dioulasso voir une personne qui était malade. Il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait pas de soins, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait rien. C'était que des soins traditionnels qui lui étaient apportés. Mais j'ai vu l'état déplorable du réseau médical là-bas, c'est inexistant. Il faut quand même être bien conscient de toutes ces questions. C'est pour ça que vous avez un afflux d'Africains qui ont envie de venir vivre en France ou ailleurs pour trouver là une sécurité
alimentaire et une sécurité surtout médicale plus importante que celle qu'ils trouvent dans leur pays. C'est du bon sens. Il faut quand même faire attention à ne pas basculer dans une démagogie qui est vraiment une démagogie qui risque à nouveau d'entretenir une forme de fiction victimaire et qui ne correspond pas à la réalité. C'est pour ça que je dis bien en préambule que je connais les Africains, je connais leur manière de fonctionner, je connais leurs rituels, j'ai quand même participé à ces choses-là, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont participé comme moi d'une manière intime à ces rites particuliers, mais en même temps, je me dis que là, il y a un souci au niveau de l'approche que nous avons toujours. Et tous ceux qui ont une approche politique de la question africaine se trompent. Ils sont dans un manichéisme réducteur, en disant voilà, et on retombe dans la victimisation, et on retombe dans un couplet où on cherche le bourreau, et le bourreau se plaint de la victime, et la victime devient bourreau. Enfin, on tourne en rond dans cette logique absurde, parce qu'on refuse de regarder la vérité et la réalité en face. Il faut savoir que ce tissu d'ethnies tellement différentes et particulières en soi, il faut savoir qu'il y a une hiérarchie entre les ethnies, qu'il y a des ethnies supérieures, des ethnies inférieures, et que cette combinaison d'ethnies est également une forme de difficulté propre à l'Afrique, qui se divise énormément. Il y a énormément de divisions entre les Africains, énormément de jalousie parfois, et également de rituels de magie qui consistent toujours à faire du mal à celui qu'on veut viser, et tout ça. Il y a beaucoup d'éléments de division au sein de l'Afrique. Et donc c'est sur ces éléments-là que l'homme blanc, on pourrait dire, a surfé. Il a exploité ces divisions. C'était facile parce que quand vous arrivez dans un pays aussi divisé, il est très facile de s'allier avec une ethnie et de lui dire toi tu vas avoir cet avantage et en contrepartie de l'avantage que je te donne, tu vas diriger le pays en question et tu te feras l'intermédiaire entre moi, mes intérêts et celui du pays, et tu lui donnes un statut particulier à une ethnie. Mais les autres seront défavorisés, et donc les autres seront jaloux de l'ethnie qui a reçu ce pouvoir de l'homme blanc, etc., pour exploiter. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des dirigeants qui appartiennent à une ethnie, dont l'ethnie est favorisée, bien entendu, et l'homme occidental cherche une opportunité. Quand vous êtes investisseur et quand vous avez envie d'investir dans un pays comme l'Afrique, qu'est-ce que vous faites ? Vous cherchez, à vous enrichir et avoir des opportunités sur le secteur, sur le terrain, pour pouvoir exploiter au mieux vos intérêts. C'est logique aussi que l'homme occidental cherche son avantage. Je ne connais pas un humain sur Terre qui soit dépourvu d'opportunisme. C'est répandu chez tous les êtres humains, il n'y a pas besoin d'être blanc pour cela. Donc il ne faut pas non plus, si vous voulez, toujours culpabiliser l'homme blanc comme on l'a fait, parce que c'est le méchant qui cherche à exploiter la pauvre et faible victime. On voit que des peuples organisés autrement, avec d'autres traditions, ont réussi à prendre en main leur pays et à se développer sans l'aide d'occidentaux, parce qu'ils ont travaillé sur eux-mêmes, ils se sont remis en cause et ils ont formé leur jeunesse. Nous avons un déficit de formation qui est évident en Afrique. Et il ne faut pas se cacher la face. Ils auront toujours besoin d'aide. Alors, oui, là, ils sont en train de se séparer de la France, certes, mais ils vont être obligés de s'allier à des Russes, à des Chinois, qui eux-mêmes vont être obligés de venir investir dans le pays. Et quels comportements auront-ils ? Seront-ils plus humains ou pas que les Français ? J'ai des doutes. Je ne pense pas que les Russes, en soi, soient meilleurs que des Français qui connaissent l'Afrique depuis très longtemps. Les Chinois, pareil. Les Chinois n'ont pas une réputation, je dirais, d'être hyper humains non plus. Donc, on voit bien qu'il y a aussi là une forme d'instrumentalisation. Je la vois, l'instrumentalisation. Elle est évidente, elle est facile à faire. Et c'est normal que les puissances étrangères eux-mêmes instrumentalisent
le côté néocolonial du français en disant oui, c'est les méchants néocoloniaux, c'est des coloniaux et ce sont vos anciens maîtres, il faut s'en débarrasser et vous allez voir, vous allez trouver chez nous des gens hyper généreux, hyper gentils et nous allons tout vous offrir. Il faut être extrêmement naïf pour imaginer qu'ils vont avoir affaire à des gens qui ne cherchent pas non plus leur propre intérêt. Et quant à la cohabitation entre des Russes, des Chinois et des Africains, je ne suis pas sûr que ça se passe mieux avec eux qu'avec les Français. Donc c'est là qu'il faut redevenir honnête, qu'il faut rechercher une forme d'honnêteté intellectuelle et de ne pas se cacher derrière des principes qu'on affiche comme ça assez facilement et qui nous dédouanent tous les uns les autres de nos propres responsabilités. Donc moi, j'ai vu comment ça se passait à propos d'Africains. Et Mali Dema, en quelque sorte, j'ai vu, il m'en a parlé. Il a envoyé beaucoup d'argent au Burkina Faso. Il gagnait énormément d'argent, mais lui, il en a envoyé. Il a essayé, avec des associés, des partenaires africains, de développer des petits business, d'aider ses frères et sœurs. Je vois il a énormément envoyé d'argent. Il a beaucoup, il a tenté de faire des choses. Mais à chaque fois, ça se réduisait en échec. Pourquoi ? Parce que l'argent était détourné. L'argent n'était pas utilisé à ce qu'on lui avait promis. Et puis, les frères de Mali Dema, certains se sont installés dans une certaine forme parfois de facilité, puisque on reçoit l'argent, parfois on le dépense et on ne pense plus à investir ce propre argent dans un petit business qui nous rende autonomes. Donc il y a là aussi, et les Africains qui vivent en Occident le savent, il y a une forme, ils en ont marre si vous voulez, parce que les Africains qui arrivent à se débrouiller, que ce soit en France ou dans un pays étranger, aux États-Unis, et qui arrivent à gagner leur vie, ils sont toujours là sollicités par leur famille qui vit en Afrique et ils doivent envoyer de l'argent. Mais en pure perte. Et ce qui serait intéressant, c'est que les Africains qui vivent en France, effectivement, envoient de l'argent dans leur pays, mais que cet argent soit investi correctement pour participer à un développement. Et malheureusement, on peut constater que cet argent n'est pas vraiment utilisé pour créer du développement, il est plus utilisé comme une opportunité et parfois dépensé bêtement. Moi avec Mali Dema, j'avais cette relation et je pense que des Africains vont m'écouter sur ce sujet-là et seront d'accord avec moi, parce que je l'entendais avec sa famille, ses relations familiales. Il disait, oui, je lui ai envoyé tant d'argent, je lui ai envoyé 2000 euros, 3000 euros, il les a dépensés en 15 jours. C'est-à-dire qu'il n'était même pas capable, la personne était là-bas, n'était pas capable de thésauriser, de mettre de côté cet argent pour l'investir intelligemment et tout ça. Il y avait quand même ce souci-là, si vous voulez, de relation à l'argent qui n'est pas comme nous. Nous occidentaux, on va nous donner un peu d'argent, on va le placer, on va l'investir, on va faire un petit business avec, enfin on va trouver un moyen d'utiliser cet argent pour le rendre plus productif. Lui, il m'expliquait que ce n'était pas le cas, malheureusement, et qu'il fallait qu'il envoie sans arrêt de l'argent pour aider, mais que cet argent, il voyait qu'il était parfois dépensé mal à propos. Il avait envoyé des voitures, les voitures n'étaient pas bien entretenues, enfin je me souviens, il faisait un peu le cake, son frère avec la voiture, donc il était un peu exaspéré par ce comportement où finalement le frère en question menait la grande vie en Afrique pour faire le cake, et en réalité, il n'utilisait pas du tout ces moyens-là pour développer un business qui lui permette à lui et de sa famille d'être autonomes. C'était toujours envoie-moi l'argent. Et ça, je sais que des Africains savent que c'est vrai ce que je dis, parce que moi je l'ai entendu de sa propre voix et je l'ai constaté sur place quand j'y suis allé. Je me suis dit, oui, ok, j'ai compris. J'ai compris que c'est pas évident de parler du développement en Afrique. Il est là le sujet. C'est que développer l'Afrique, parce que dire on a des ressources naturelles, on a tout ce qu'il faut et c'est pas normal qu'on soit pauvre, c'est un raccourci de mauvaise foi. Vous avez des territoires, vous avez la Corée qui n'a pas de ressources naturelles, vous avez le Japon qui n'a pas de ressources naturelles, mais grâce à leur matière grise, grâce à leur efficacité, ils s'en sortent par l'intelligence.
Aujourd'hui, en Afrique, ils ont beaucoup de sens, ils ont beaucoup de ressources naturelles, mais ils n'ont pas l'intelligence pour se développer eux-mêmes et être autonomes. Et ce qu'il faut, c'est développer cette intelligence. Ça ne sert à rien de se cacher derrière le petit doigt par de la victimisation. Il faut bien comprendre que les Africains, s'ils veulent s'en sortir, ils doivent construire des écoles, ils doivent construire des universités. Ça passe par de l'intelligence, par de la matière grise. Et tant qu'on n'aura pas cette production de matière grise, vous serez toujours dans la merde. C'est ça qu'il faut dire aux Africains. Donc, instruisez-vous. Si vous allez en Occident, si vous allez suivre des cours, soyez studieux. Au lieu de vous amuser, travaillez et retournez dans le pays. Mais retournez dans le pays, comment? Vous allez retourner dans le pays, mais il n'y a pas d'argent pour investir. Et comment allez-vous être accueillis là-bas? Non, la famille va vouloir que votre diplôme d'ingénieur vous serve en Occident de façon à ce que vous ayez une bonne situation pour leur envoyer de l'argent. Et vous voyez, on ne s'en sort jamais avec ce raisonnement-là. Donc, il y a vraiment, les Africains ont vraiment besoin de faire se faire eux-mêmes discipline, de s'autodiscipliner et surtout de travailler sur leurs propres problèmes à eux. Il faut qu'ils se remettent en cause et qu'ils sortent absolument de la victimisation dans lesquelles certains vont les enfermer. Il faut arrêter de jouer au mauvais blanc, au mauvais bourreau, en disant je suis victime du bourreau, je suis victime de celui-là, car vous serez toujours victime toute votre vie, durant des générations et des générations, si vous continuez à fonctionner dans cette logique-là. Il faut changer de logique, il faut changer de logiciel. Il faut se dire non, c'est nous qui sommes responsables, c'est nous qui n'avons pas pris notre destin en main, c'est nous qui n'avons pas su prendre collectivement notre destin en main. Vous avez beaucoup de choses à régler chez vous, énormément de choses. D'une part, vous avez vos traditions, vous avez vos différentes ethnies, vous avez des rivalités internes énormes. Et il faut déjà solutionner ce problème de rivalité entre vous, entre différentes ethnies, etc. Il faut arrêter d'être jaloux du voisin, il faut arrêter d'envier le voisin, parce que c'est cela qui tue l'Africain. C'est cette division interne, beaucoup de divisions internes. Et tous ces rituels que vous faites, qui consistent à faire de la magie noire pour nuire à celui que vous n'aimez pas, eh bien cela aussi se retourne contre vous. Il y a trop de magie noire en Afrique. Trop. Vous faites trop appel à des mauvaises entités. Vous faites trop appel à des entités qui s'amusent de vous et qui vous laissent en quelque sorte une forme d'esclavage. Je le sais, je l'ai vu de près, ces histoires. Donc il est important de vous remettre en cause. Il est important de vous resituer spirituellement, de vous calibrer par rapport à des bonnes choses et pas des mauvaises choses. Ensuite, il faut construire des écoles, il faut que vos enfants apprennent, il faut arrêter également la procréation sans retenue. Vous avez besoin de maîtriser votre démographie, parce que cette démographie que vous avez actuellement se retourne contre vous. Vous ne savez plus quoi faire pour subvenir à tous ces besoins, parce que vous avez énormément d'enfants. Donc il faut contrôler la démographie pour être plus efficace. Il vaut mieux avoir 2 enfants bien formés que 10 mal formés. On voit bien chez nous les problèmes que nous récupérons de l'Afrique, les Africains qui viennent chez nous avec leur mentalité africaine. On voit bien à quel point ils sont pour beaucoup à la dérive. On voit bien comme pour beaucoup sont également dans la dérive, dans la délinquance et dans tous ces problèmes que nous voyons dans nos banlieues. Pourquoi ? Parce que ces jeunes Africains sont restés dans un contexte africain, justement, de tradition africaine, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'éducation d'un père et d'une mère à l'occidental, mais ils sont dans une société occidentalisée, ils ne sont pas en Afrique. Et là, quand vous continuez à fonctionner comme en Afrique, mais en Occident, le résultat est catastrophique, évidemment, puisque vos enfants sont laissés comme ça à l'air libre, vous ne les contrôlez pas, vous ne les suivez pas, et en plus, il y a énormément de divorces chez les Africains, puisque les modes de vie entre hommes et femmes en Occident ne sont pas les mêmes qu'en Afrique. Donc la femme, parfois, essaye de sortir, de s'extraire de
de son couple et profite d'être en Occident pour se retrouver, pour trouver une solution, pour s'extraire de sa relation, je dirais, avec son mari. Sauf que on retrouve des femmes africaines avec plusieurs enfants, seules, et c'est la galère pour les enfants, évidemment, ils ne sont pas éduqués et tout ça. Et vous voyez, tout ce dont on parle dans nos banlieues, les problèmes que l'on parle de nos banlieues et des Africains qui vivent en banlieue, c'est ce problème d'inadaptation de la mentalité africaine au monde occidental. Et que plus vous en ferez venir avec cette mentalité africaine, plus vous aurez des dégâts, plus ce sera difficile à gérer. Et il y aura des malentendus. Et c'est pas en continuant la victimisation qu'on s'en sortira. Alors, vous avez des Africains que j'ai rencontrés aussi, qui ont une mentalité différente, qui ont compris aussi qu'est-ce que c'était que l'Occident, qui ont compris le monde occidental et qui se sont adaptés, qui l'ont épousé. Mali Doma, cet ami, lui, a compris le monde occidental. Il est allé vivre aux États-Unis, il a fait son business, il a gagné beaucoup d'argent, il avait une vie occidentalisée, il avait donc une vie où il a été facilement, il s'était intégré, je dirais, mais il avait intégré le mode de fonctionnement occidental. Bien qu'il restait au fond de lui-même africain, mais il avait compris comment il fallait fonctionner, procéder avec l'homme blanc, je dirais, pour s'adapter à son univers. Et c'est là qu'il y a de l'intelligence chez certains Africains pour comprendre ça, c'est-à-dire faire le lien entre leur culture, leur manière de fonctionner, et cette manière de fonctionner à l'occidental. Je ne dis pas que le modèle occidental est bien, je ne dis pas que le modèle africain est bien, je ne dis pas que le modèle occidental est absolument mauvais, que le modèle africain est mauvais. Ce sont des modèles différents, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Vous allez en Afrique, c'est très humain, c'est très très humain. L'Africain est très très humain. Quand vous revenez en France, vous avez l'impression d'un monde glacé, froid, difficile. Moi, quand je suis allé en Afrique, j'ai mis 1 mois pour m'en remettre, parce que j'étais dans un bain extrêmement humain, collectif, chaleureux. Et ça m'a glacé le sang quand je suis arrivé en France, parce que je me suis retrouvé dans un monde froid. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas une question de valeur, que je ne défends pas des valeurs en soi de civilisation, en disant celle-ci est meilleure ou pas que l'autre. Il y a des avantages et des inconvénients. On pourrait dire qu'en Afrique, nous sommes dans un bain humain et il y a quelque chose qui nous porte collectivement et ça fait énormément de bien, mais il y a un déficit au niveau de l'organisation matérielle qui pèse quand même. Et chez l'homme occidental, il y a une efficacité dans son organisation et dans son organisation matérielle, je dirais, mais en même temps, nous sommes dans un monde qui se déshumanise. Donc vous avez un monde humain d'un côté, un monde qui se déshumanise de l'autre, mais les deux confondus peuvent parfois aussi apporter un équilibre entre ces deux aspects. C'est pour ça que la collaboration entre la France et l'Afrique aurait pu être une bonne chose si elle avait été perçue et vue sous cet angle-là, en disant vous êtes humain, vous nous apportez de l'humain et c'est bon, et nous apportons notre côté organisationnel, technique, ingénierie, tout ça. Et donc les deux pourraient parfois, et parfois fonctionnent. C'est comme ça qu'on voit parfois des alliances entre Africains et Occidentaux qui fonctionnent, puisqu'il y a une forme de collaboration intelligente entre ces différentes qualités. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un processus qui est explosif, c'est-à-dire que nous allons avoir une victimisation à outrance de l'Africain en Europe et en France qui va se considérer victime à travers un discours démagogique. Nous allons avoir du côté occidental des politiciens et des gens qui vont essayer de récupérer avec démagogie cette victimisation, et vous allez avoir un durcissement de d'autres qui vont devenir racistes parce qu'ils ne vont plus supporter cette attitude de certains Africains qui sont dans une forme d'opportunisme toujours pour chercher à profiter d'une société facilement sans faire d'efforts, ça existe aussi, et vous voyez que ce mélange explosif risque d'aboutir à une incompréhension totale. Moi, j'essaie simplement d'être honnête dans mon approche de la question. Je ne dis pas qu'aujourd'hui j'ai réussi à balayer, mais j'essaie d'être honnête tant vis-à-vis des Occidentaux, tant vis-à-vis des Français, tant vis-à-vis de notre gouvernement, dont je vois bien
la perversité. Quand je vois Macron, la manière dont il s'est comporté, c'est catastrophique. Quand vous connaissez les Africains, c'est catastrophique. C'est terrible, en fait. C'est vraiment... moi, je dirais que c'est criminel, voilà, cherchez le mot. C'est criminel d'avoir agi comme ça. Et d'autre part, je vois les Africains se jeter dans les bras des Russes, des Chinois et tout ça. Attention, retour de bâton. Attention, vous mettez les pieds parce que vous êtes toujours dépendants. L'idéal, c'est que l'Afrique devienne autonome. Et ces fameuses ressources naturelles, eh bien, à la rigueur, il faut peut-être les exploiter, mais peut-être qu'il faut ne pas les exploiter pour l'instant et rester dans une forme de société traditionnelle et d'attendre une certaine forme d'évolution pour un jour les exploiter par vous-même. En tous les cas, avoir assez de moyens pour les exploiter vous-même et les vendre au bon prix. Pourquoi vous ne les vendez pas à bon prix? Parce que vous faites appel aux étrangers, aux investisseurs. Donc c'est normal que l'investisseur, il retrouve son investissement, il investit. Donc c'est normal qu'il y ait un retour sur son investissement. Donc, vous voyez, on n'en sort pas dans cette logique. Il faut quand même un minimum d'honnêteté, de clairvoyance. Et je crois que plus nous sommes justes avec nous-mêmes, avec ce que nous sommes, plus nous avons des chances de nous en sortir. Je sais que parfois c'est dur d'entendre la vérité et que c'est plus facile d'être dans la démagogie. Mais nous rendons service à personne d'entretenir cette démagogie-là. Voilà mon propos d'aujourd'hui. J'espère que me faire comprendre, c'est pas évident, mais j'espère me faire comprendre à ce propos. Je vous souhaite une bonne journée.